Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? D'accord. Merci d'être venus. Aujourd'hui, nous organisons alors une petite table ronde sur un sujet qui est très intéressant, qui s'appelle donc la diplomatie scientifique. C'est un sujet assez compliqué, je dirais. Même on peut dire un peu imprécis, parce que autant il y a de spécialistes, autant d'opinions de quoi il s'agit quand on parle de la diplomatie scientifique. Donc je veux commencer par dire que cette table ronde a été organisée par la communauté d'étudiants Samovar, de Sciences Po, et par le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris, que je représente ici. Je m'appelle Marina Ignatieva, je suis chef de section Sciences et Éducation au Centre culturel russe. Nous remercions beaucoup Sciences Po pour avoir soutenu cette initiative et nous avoir accordé cette belle salle. Nous saluons aussi ceux qui vont regarder l'enregistrement de notre table ronde sur le site crsc.fr, parce que nous enregistrons toutes les interventions, et donc tous ceux qui n'ont pas pu venir, n'ont pas pu assister, mais voudraient écouter ce qui va être dit, donc nous les invitons à voir l'enregistrement sur notre site. Voilà. Donc, je voudrais bien donner la parole premièrement à monsieur Pierre Bruno Ruffini, professeur de l'économie à l'Université du Havre, ancien conseiller en sciences et technologies de l'ambassade de France à Moscou et à Rome, ancien président de l'Université du Havre et alumni de Sciences Po, qui nous fera une petite introduction dans le sujet de la diplomatie scientifique. Donc, monsieur Ruffini. Merci. Bon, bonsoir à tous. C'est un peu compliqué la mise en route, mais on va y arriver. Vous me donnez combien de temps? 20 minutes. Bon. Je voudrais vous demander d'abord, parmi vous, combien ont déjà entendu parler de diplomatie scientifique ou ont l'impression vaguement de comprendre de quoi il s'agit? Est-ce que ce mot vous est un peu familier? Pas plus que ça. Bon. Et donc on va essayer de il faut venir là. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire une sorte d'introduction synthétique sur ce dont il s'agit. Alors il faut d'abord savoir que diplomatie scientifique, c'est un vocabulaire qui est récent. C'est-à-dire qu'en gros, on a commencé à employer ce vocabulaire-là dans le monde anglo-saxon, en parlant de science diplomacy, et puis ensuite, assez vite, d'autres pays développés ont adapté diplomatie scientifique, ou Nachrichtendiplomatie, etc., dans leur langue. Mais ça remonte, si vous voulez, aux années 2007-2008, à peu près, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années. Et ce qui a un petit peu déclenché cette réflexion, en fait, c'est un colloque qui a eu lieu et puis un rapport qui a suivi en 2010, qui a été organisé par la Royal Society de Londres, qui est donc l'Académie des sciences britanniques, avec une association américaine très connue, qui est l'association, ici vous voyez, AAAS, l'association américaine pour l'avancement de la science. Et donc ce rapport est sorti, New Frontiers in Science Diplomacy. Voilà, c'est un petit peu le coup d'envoi officiel, et ça sort en 2010, vous voyez, donc c'était il y a 10 ans. Alors je ne dis pas que ce que la diplomatie scientifique recoupe n'existait pas avant, je vais le préciser, mais le vocabulaire, la réflexion, tout ce qu'on met aujourd'hui en dessous, ce chapeau qui s'appelle Science Diplomacy, c'est quelque chose de récent. Un journal est sorti, une revue, donc à partir de 2012, ça va un petit peu dans le même sens, voilà, qui est consacré complètement à ce genre de sujet. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont des pratiques. Au départ, ce qu'on met sous le mot de diplomatie scientifique, ce sont des pratiques, des comportements de diplomates ou de scientifiques et qui se rencontrent, et je vais préciser ça. Et donc ce rapport de 2010, en fait, a distingué trois
trois aspects de diplomatie scientifique, et quand on introduit le sujet devant des personnes qui ne connaissent pas du tout, en général, on ne peut pas éviter de dire ces trois choses. Distinguer d'abord ce qu'on appelle la diplomatie pour la science. Alors, diplomatie pour la science, ça veut dire qu'on est dans cette idée que les appareils diplomatiques, les personnels diplomatiques peuvent apporter un soutien aux activités scientifiques, à la production de connaissances, à la science. De quelle manière? En passant des accords scientifiques de gouvernement à gouvernement, accords scientifiques, il y a plusieurs accords scientifiques entre la France et la Russie, par exemple, enfin, on peut multiplier les exemples. Et puis, les ambassades, donc les diplomates installés à l'étranger, peuvent apporter un appui aux chercheurs pour les aider à coopérer davantage. On a à cette table M. Kirillnikov qui représente donc voilà, la Russie ici et donc travaille dans ces relations scientifiques entre la Russie et la France. Et moi-même, j'ai pu le faire, vous l'avez rappelé, il y a quelques années, de l'autre côté à Moscou. Donc, voilà ce que c'est que la diplomatie pour la science, enfin de manière extrêmement ramassée. Je prends un exemple qui est un peu différent pour illustrer ça. Il s'agit ici quelque chose. Voilà. Il s'agit ici de deux photos qui représentent la signature le lancement officiel d'un grand projet de méga science qui s'appelle ITER. Alors ITER, c'est un acronyme qui veut dire International Thermonuclear Experimental Reactor. C'est une très grosse infrastructure de recherche qui est en train d'être construite en ce moment dans le sud de la France, à Cadarache, et qui vise à démontrer disons, la possibilité d'utiliser la fusion nucléaire pour produire de l'énergie de manière abondante. Bon, c'est une idée de scientifique, c'est un projet scientifique. Mais ce projet scientifique, il est parti d'un cerveau scientifique, deux cerveaux scientifiques à l'époque soviétique, en URSS. Et c'est le président Gorbatchev qui en a parlé à Reagan, président des États-Unis, c'était en 1985. Et puis, il a fallu tout un travail diplomatique, des contacts de gouvernement à gouvernement, pour finalement aboutir en 2006, voilà, 2006, à la signature au lancement officiel de ce projet, n'est-ce pas? Et ça s'est passé en France, cette signature, parce que ce projet, finalement, il a été décidé de le construire en France, mais dedans sont parties prenantes, outre la Russie, les États-Unis, nous avons l'Union européenne, nous avons le Japon, nous avons l'Inde, nous avons la Chine, nous avons la Corée du Sud, je pense ne pas en oublier, voilà. Donc un très gros projet où les politiques et les diplomates ont dû négocier sur des questions difficiles pour se mettre d'accord pour construire quelque chose qui est à l'heure actuelle le plus gros projet le plus volumineux, scientifique et multilatéral dont il existe. Et puis on a ensuite un autre aspect. Un autre aspect qui est ce qu'on appelle, alors donc dans la trilogie, il y en a trois, la science pour la diplomatie. Alors ça c'est l'inverse. La science pour la diplomatie. Est-ce que les scientifiques, dans leur activité de scientifique, peuvent apporter quelque chose aux diplomates ou aux relations diplomatiques? Vous prenez la relation dans l'autre sens. On a des exemples de ça, qu'on a appelé la diplomatie parallèle durant la guerre froide. Alors durant la guerre froide, les échanges scientifiques n'ont jamais cessé, donc entre l'URSS et les États-Unis ou d'autres pays occidentaux. D'ailleurs, de part et d'autre, pour que les scientifiques puissent éventuellement se déplacer, il fallait bien leur donner des visas, et donc les autorités étaient d'accord pour que ces échanges aient lieu. Donc, les historiens ont documenté un certain nombre de situations où, en effet, les scientifiques américains ou ouest européens allant en Russie, en URSS, ou l'inverse, les soviétiques se déplaçant vers l'ouest, eh bien, ont pu jouer un rôle diplomatique très informel, apporter des informations, faire passer des messages, qu'il était peut-être parfois politique ou diplomatique, qu'il était peut-être parfois plus facile de faire passer par l'intermédiaire, disons, de relations scientifiques que directement de diplomate à diplomate, dans une période de guerre froide où il y a eu des phases assez dures, mais d'autres phases de détente, évidemment. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, on se rend compte que les échanges scientifiques, lorsqu'il y a des tensions politiques, donc comme avec l'Iran, bon, ça je ne vous fais pas un dessin, mais peut-être aussi avec la Russie depuis quelques années, depuis 2014, on se rend compte que les échanges scientifiques sont toujours là, ne souffrent pas, sont toujours là, et lorsque des pays ont des difficultés, regardez, entre l'Iran et les États-Unis, les académies des sciences de chacun des pays n'ont plus de relations officielles depuis 1979 entre l'Iran et les États-Unis. Les académies des sciences des deux pays ont continué à
travailler ensemble, à mettre en place des séminaires de recherche, etc. Donc les relations diplomatiques, eh bien, ont sans doute bénéficié quelque part, indirectement, de ces relations scientifiques qui n'ont jamais cessé. Donc la science peut aider à la diplomatie. Alors pour illustrer ça d'une autre manière, je donne un exemple qui est assez fameux, mais c'est le discours du Caire. Le discours du Caire du président Obama. On est en 2009. 2009, c'est 8 ans après le 11 septembre. Et vous savez qu'Obama, quand il arrive aux affaires, il veut faire un reset de la politique internationale et notamment tendre la main à un certain nombre de pays arabo-musulmans avec lesquels les relations sont très difficiles du côté américain suite à la guerre en Irak. Bon. Il va au Caire et il fait un discours qui parle de beaucoup de choses, un discours très, très ouvert. Il rappelle d'ailleurs assez habilement dans son discours que son deuxième prénom est Hussein. Bon, voilà, donc, une démarche de sympathie vis-à-vis des populations arabes et musulmanes. Et il annonce en particulier dans ce discours des nouveaux projets de coopération et surtout il annonce qu'il va envoyer des scientifiques, il va envoyer des émissaires de la science, Science and Voice, il va les envoyer vers différents pays de la région et ce programme à ce jour a conduit un certain nombre de scientifiques américains de très haut vol, plus d'une vingtaine, qui sont allés rencontrer leurs homologues en Égypte, en Jordanie, en Irak, etc. Et aussi en Asie du Sud-Est, en Indonésie par exemple, ont rapporté directement au président des États-Unis et ont, disons, essayé de faire avancer les relations de coopération pour renouer en quelque sorte un dialogue. Alors vous voyez qu'ici c'est intéressant parce que envoyer des scientifiques dans ces pays-là, l'objectif numéro 1 n'est pas un objectif scientifique. Les États-Unis, c'est le pays le plus avancé en termes de science. Bon, voilà, donc, ils n'ont pas forcément énormément de choses à apprendre, à coopérer avec des pays qui sont scientifiquement moins avancés. Mais par contre, il y a un intérêt diplomatique qui est assez fort, hein, c'est de montrer, en effet, à travers la science, à travers l'envoi de chercheurs, à travers ces relations, disons, positives qu'on souhaite renouer avec des pays où on a des difficultés politiques, eh bien, à travers la science, on a une illustration de la manière dont la science peut soutenir certains objectifs diplomatiques. Et puis le troisième volet, la science dans la diplomatie. Alors ça, c'est autre chose, la science dans la diplomatie, c'est comment est-ce que des discussions scientifiques, comment est-ce que la connaissance scientifique peut nourrir des débats diplomatiques. Alors typiquement, vous avez des grands sujets, des grands défis internationaux, le changement climatique, l'acidification des océans, les menaces sur la couche d'ozone, les problèmes d'épidémie qui se répandent, etc. Donc ce sont des problèmes mondiaux pour lesquels il est important d'avoir un savoir scientifique le plus à jour possible, pour savoir ce qui se passe, et pour lesquels il est important, si on veut essayer de trouver des solutions collectives, que les décideurs publics, qui se réunissent dans les arènes internationales, lors des grandes réunions que sont les COP, par exemple, lorsque les décideurs publics doivent chercher à savoir ce qu'on fait pour lutter contre le changement climatique, etc. Donc l'expertise scientifique internationale est importante. Le savoir scientifique qui doit éclairer les décisions diplomatiques est quelque chose d'essentiel. Et ça illustre un troisième aspect qui est la science dans la diplomatie. La diplomatie a besoin de science pour traiter des questions qui ont une dimension de science. Là, ici, j'ai mis une photo qui illustre le GIEC, enfin l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, en français le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est un organisme qui réunit des chercheurs qui font un état des lieux du climat, qui réunit des centaines et des centaines de chercheurs de tous les pays pour faire un état des lieux de la situation du climat et voir comment ça évolue. Et c'est ce qu'on appelle l'expertise scientifique internationale. Et dans les arènes diplomatiques, dans les discussions diplomatiques, tout ceci est utilisé. Alors, c'est aussi un thème de recherche en émergence, la diplomatie scientifique. Donc, si certains d'entre vous dans cette maison sont intéressés pour faire des mémoires, etc. sur ce sujet, évidemment, ça peut avoir beaucoup de sens, hein, parce que les relations internationales, l'histoire, la sociologie, etc., c'est intéressant. Alors, ça n'est pas un... Alors, voilà. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, la diplomatie scientifique? Les relations scientifiques et diplomatiques, la science dans la géopolitique internationale, c'est évidemment pas quelque chose qui a commencé il y a 12 ans. C'est quelque chose de très ancien. On n'appelait pas ça science-diplomatie. On n'appelait pas ça diplomatie scientifique.
On ne donnait pas vraiment de nom à ça, mais on a des exemples historiques, les grands voyages d'exploration par exemple. Lorsqu'au XVIIIe siècle, principalement, 18 et 19e siècle, les grandes puissances missionnent les tsars, les empereurs, les rois d'Europe occidentale, financent des grands voyages d'exploration, de découverte. Il faut aller dans l'hémisphère sud, il faut aller vers le continent austral, c'est-à-dire l'Antarctique, etc. Eh bien, les objectifs sont d'abord des objectifs scientifiques, mais pas seulement, mais aussi des objectifs qui sont des objectifs diplomatiques, une certaine course, par exemple entre l'Angleterre et la France, pour accéder les premiers dans telle ou telle partie du monde. J'ai pris ici une photo qui montre le voyage vers les terres australes de Nicolas Baudin. J'ai mis ça parce que ces bateaux, enfin un de ces bateaux est parti du Havre, une grande université du Havre. Alors voilà, c'est ce dessin-là. Bon ben voilà, l'objectif c'était de faire des découvertes scientifiques, botaniques, zoologie, dans des territoires qu'on ne connaissait pas du tout dans l'hémisphère sud. Mais en même temps, il fallait arriver avant les premiers en Tasmanie, dans cette région-là. Avant les Anglais, il fallait être les premiers pour arriver là-bas. Et c'était l'objectif géopolitique sous-jacent qu'il pouvait y avoir en même temps que cet objectif scientifique. La colonisation, la période de la guerre froide, ont aussi montré assez souvent qu'il pu y avoir une dimension scientifique dans les relations politiques et inversement, une dimension politique dans les relations scientifiques entre les pays. Je n'ai pas trop le temps de développer. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant et qu'on n'en parlait pas avant? Moi je vois deux raisons. Pourquoi est-ce qu'on parle de diplomatie scientifique alors que finalement cette problématique pourrait sembler beaucoup plus ancienne? La première, c'est l'intérêt porté à ce qu'on appelle les biens publics mondiaux. Les biens publics mondiaux, c'est un autre nom pour ces grands défis que j'évoquais tout à l'heure en parlant de sciences dans la diplomatie, environnement, santé, sécurité, etc. Donc des problèmes qui ne peuvent être réglés que collectivement et pour lesquels il est, enfin, disons, le contenu de connaissances scientifiques nécessaires pour les traiter au mieux est important. Bon, ben ça, si vous voulez, la prise de conscience de ça, elle a 30 ans, elle a 40 ans, guère plus, guère plus. Et puis autre chose, le soft power, voilà, c'est autre chose. Dans l'après-guerre froide, est apparue une autre forme de relation de pouvoir entre les grandes puissances. C'est ce qu'on appelait le soft power, vous connaissez ça ici à Sciences Po, Joseph Nye, par exemple, le spécialiste de sciences politiques des États-Unis, qui a poussé en avant ce concept. Bon, alors c'est intéressant parce que la science est un bon instrument de soft power. Quand on fait des enquêtes dans différentes parties du monde pour savoir, par exemple, est-ce qu'on aime les États-Unis? Et pourquoi est-ce qu'on aime? On n'aime pas forcément. Enfin, la question est, est-ce que quelque chose aux États-Unis, dans les États-Unis, bon, ce qui arrive en premier, ce qui est reconnu en premier, c'est les réussites scientifiques et technologiques. Ça vient bien avant dans les enquêtes, bien avant Hollywood, avant le cinéma, avant la musique américaine, des choses comme ça. Et donc, la science, bon, et quand on demande, on pose la même question pour savoir qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui est inspirant dans la projection de la Chine à l'international, quand on demande ça sur d'autres continents, on a la même réponse. Ce sont les réalisations scientifiques et technologiques qui apparaissent comme étant au-dessus. Donc il y a cette idée que la science est un petit peu au-dessus de la mêlée, que c'est un domaine qui est moins sujet peut-être aux conflits internationaux, qui est un domaine positif. La science travaille en principe pour le bien de l'humanité. Et donc ça c'est un contenu important, le soft power de la science, c'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu. Et il me semble que ça a un rapport avec l'importance accordée à la diplomatie scientifique. Alors ce qui est nouveau aussi, c'est que cette démarche de diplomatie scientifique, comme je le disais, elle est apparue, enfin le vocabulaire est récent, et la manière dont cette volonté de différents pays est affichée dans, disons, les politiques publiques, elle est récente aussi. Donc aujourd'hui, cette diplomatie scientifique est revendiquée par un nombre croissant de pays. Je pense que les pays qui sont en pointe sont les pays anglo-saxons, États-Unis et Royaume-Uni, donc je n'ai pas trop le temps de développer ça, mais derrière on voit des pays comme la Suisse, l'Allemagne, le Japon, la France, la Russie, etc. Et plus récemment la Chine et la Russie. Ça se traduit par le fait que ces pays, par exemple, ont à l'étranger des réseaux d'ambassades, et dans ces ambassades il y a des attachés ou il y a des conseillers scientifiques. N'est-ce pas? C'est un aspect disons, de cette projection dans la diplomatie des intérêts scientifiques des pays, des grands pays principalement, qui revendiquent donc cette forme de diplomatie. Alors comment est-ce qu'on peut analyser la diplomatie scientifique? C'est le dernier point, je vais dire ça. Moi je pense qu'il y a une dualité à voir, c'est-à-dire que c'est ambivalent, comme beaucoup de choses dans les relations sociales. Les pays doivent s'entendre, notamment pour faire face aux enjeux mondiaux,
mais en même temps, les pays cherchent à défendre leurs propres intérêts. Bon, voilà, donc il y a cette dualité entre la collaboration et éventuellement la concurrence qui structure. Bon. Et on peut voir donc la diplomatie scientifique selon une double optique. En fait, il y a deux façons de le voir. Soit on parle des intérêts nationaux, c'est la version classique, traditionnelle, diplomatique traditionnelle. Bon. On parle des pays, chaque pays souhaite s'entendre avec ses voisins, bien sûr, donc entretient des relations diplomatiques, aussi bonnes que possible de préférence, mais en même temps, chaque pays souhaite défendre d'abord ses propres intérêts, et c'est bien normal. Ça, c'est la vision intérêts nationaux. Quand on parle de diplomatie scientifique de la France, de l'Allemagne, de la Russie, du Japon, on est dans cette idée, n'est-ce pas, que c'est un aspect parmi d'autres de la diplomatie nationale d'un pays. On projette à l'international ses intérêts et dans différents domaines, dont le domaine sciences-recherche. Ça, c'est le point de départ traditionnel. Mais il y a un autre point de départ possible pour analyser la diplomatie scientifique. Vous avez des gens qui ne sont pas des diplomates, qui n'ont pas eu de rapport avec les ambassades, n'ont jamais été embauchés par le ministère des Affaires étrangères, et qui se proclament science diplomats, en anglais, qui disent « je suis un science diplomate ». Ça peut sembler intriguant au départ. En fait, qui sont ces personnes? Ces personnes sont principalement des scientifiques qui militent pour que la science soit le plus possible prise en compte dans les décisions internationales, pour qu'elle éclaire de manière juste, avec sa rationalité, qu'elle éclaire les décisions qui portent principalement sur les fameux enjeux mondiaux, sur les fameux biens publics mondiaux dont je parlais. Ça, c'est une approche qui part, non pas des intérêts des États, mais qui part d'une certaine vision des intérêts communs de la planète, voyez-vous? Et c'est une autre approche qui est très importante dans l'analyse de la diplomatie scientifique. Et pour aller un peu plus loin là-dessus, quelles sont les différences? Bon, alors on a dans un premier cas un discours qui est centré sur l'État, statocentré. Dans un autre cas, on a un discours qui est basé sur la science. On met en avant, alors notamment les travaux du GIEC sur le climat, les diagnostics. On a autre aspect dans les intérêts de l'approche nationale, la volonté de défendre, de promouvoir des intérêts. Je rappelle un petit peu cette idée, hein, c'est la diplomatie classique. Bon. Dans l'approche qui part du mondial et de l'universel, le problème n'est pas de défendre des intérêts, c'est de résoudre des problèmes. On veut résoudre des problèmes de réchauffement climatique par exemple, des problèmes de dégradation de l'environnement, des problèmes d'extension des maladies infectieuses, etc. Donc vous voyez que le point de vue n'est pas du tout le même. On est sur des intérêts particuliers nationaux, on est sur l'intérêt commun, l'intérêt général dans l'autre cas. Et puis, si on veut trouver une sorte d'inspiration doctrinale à chacune de ces visions, bon, celle-ci est marquée au sceau du réalisme, au sens qu'on donne à ce mot dans les relations internationales, le réalisme, et l'autre approche qui part plutôt d'une vision de scientifique sur les problèmes mondiaux, on est plutôt dans l'universalisme, voire dans l'idéalisme. Vous voyez, on a des choses différentes. Alors, il faut que tout ce monde-là se rencontre. Et justement, une des grandes difficultés, une des grandes saveurs de ce sujet de la diplomatie scientifique, c'est de voir comment les intérêts nationaux se combinent avec les intérêts communs. C'est parfois difficile, mais c'est tout le sens du travail des diplomates. Alors, je pense que je n'ai plus beaucoup de temps. Je pense que j'ai fini. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Oui, bon, je vais m'arrêter. Non, mais il faut laisser la parole aux autres. J'ai vu parler mon temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ruffini, pour cet exposé. C'était vraiment, à mon avis, très, très argumenté, très détaillé. Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce qu'on va poser les questions juste après l'intervention. Dans ce cas-là, moi, j'ai une question, si vous permettez. Alors, si j'ai bien compris, vous avez exposé deux points de vue sur la diplomatie scientifique. Alors, un point de vue pragmatique et l'autre plus idéaliste. Du point de vue bilatéral, quand on parle des relations bilatérales entre un pays et l'autre, quel point de vue, à votre avis, est préférable? En fait, je
je ne dirais pas qu'il y a un point de vue qui est préférable à un autre. Hein. J'essaie d'analyser les choses sans prendre parti. Bon, quand on est dans les relations bilatérales, on est dans la partie gauche. Hein. Chaque pays cherche à défendre bien sûr ses propres intérêts, et très souvent, les intérêts de chacun des deux pays, c'est de coopérer. Vous voyez? Donc, on ne coopère pas forcément sur le plan bilatéral à partir d'une approche mondialiste des problèmes. On coopère sur une base bilatérale parce que, par ailleurs, on a des relations politiques qui sont bonnes avec d'autres pays, souvent, parce qu'il y a de part et d'autre des potentiels de chercheurs, de coopération, et ces chercheurs ont des choses à se dire, à faire en commun. Et donc, on est dans une logique, je dirais, nationale, mais de coopération. Parce que la coopération, si vous voulez, c'est quand même... enfin, les situations de coopération sont beaucoup plus fréquentes dans la diplomatie scientifique que des situations où il n'y aurait pas de coopération. Mais elles existent aussi, ces situations-là. Je pourrais en dire un mot éventuellement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup et on passe au deuxième... J'ai une question. Ah oui, pardon. J'ai une question à propos de l'espionnage technologique et scientifique. Comment on peut encadrer cet aspect de relations diplomatiques? C'est de quel point? Parce que bonne question. Légal ou illégal? Alors, vous savez, déjà, le mot espionnage est presque un gros mot. Hein. On parle de renseignement, hein. Pas d'espionnage. C'est un mot plus poli. Bon, moi j'ai des exemples, parce que des chercheurs m'en ont parlé, j'ai des exemples, en effet, de situations où on peut utiliser le travail scientifique de certains individus d'un pays à l'étranger pour, disons, des missions de renseignement. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Pas grand-chose, parce que c'est un sujet qui n'est pas documenté, on n'écrit pas là-dessus, enfin. Par définition, ça reste quelque chose d'assez secret. Je pense que ça existe, je pense qu'il ne faut pas surestimer ça. Ce qu'il y a dans chaque pays, il y a une tension toujours entre certaines parties des appareils gouvernementaux qui poussent en faveur de la coopération, les ministères des Affaires, les ministères de la Recherche par exemple, ou de l'enseignement supérieur, on a en France, on a en Russie, etc. Bon, une tension entre ces ministères qui sont plutôt favorables à l'idée de coopération et les ministères de l'Intérieur qui, eux, ont des objectifs de sécurité et de protection du territoire national. Voyez. Donc dans chaque pays, il peut y avoir cette tension en interne entre une partie de l'appareil gouvernemental qui peut pousser vers l'ouverture et la coopération et une autre partie qui peut pousser vers disons, la surveillance, le contrôle, voire la réduction des activités scientifiques. Bon. Et dans ce deuxième aspect, c'est là que vous allez trouver ce que vous appelez l'espionnage. D'accord, merci beaucoup. Et on va passer à notre deuxième intervenant, c'est Monsieur Ivan Danilin, qui... Ça va. Alors, Ivan Danilin de Moscou, qui va intervenir en ligne. Donc, on l'entend, on le voit. Malheureusement, lui, il ne va pas nous entendre du tout. Donc, je voudrais bien le présenter. Alors, M. Danilin, c'est chef du secteur à l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales nommé après Yevgeny Primakov de l'Académie des sciences russes. Il s'intéresse au rôle des technologies modernes dans les relations internationales. Il gère le projet de recherche sur la diplomatie scientifique de son institut. Il a été aussi un des élaborateurs de la conception du gouvernement russe de la coopération internationale scientifique. Il va en parler maintenant. Good evening. Do you hear me? Et donc... Okay. Warm greetings from Moscow and many great thanks to Dr. Okay. Ok. Et donc, il va nous parler de... il va parler anglais d'ailleurs, et il va nous parler de Russian International Science and Technology Cooperation, its Economic and Diplomacy Challenges. Alors, je vais oublié de commencer. Okay. So,
Warm greetings from Moscow, and many great thanks for the organizers and to Dr. Professor Ruffini for his brilliant speech. I found myself to know several French words. It was unusual for me. Science diplomacy is really one of the most important trends and one of the issues of great importance in nowadays world. As friends of mine, material scientists, told once, sometimes we did nanotechnology research even before the nanotechnology appeared to be the buzzword. And since many persons, many officials, scientists really do science diplomacy without knowing that this is science diplomacy, let me give you, first of all, a brief overview of the international science and technology cooperation in Russia and science diplomacy issues inside of it. So basically, the science diplomacy, of course, is not a new buzzword, it's not a new phenomenon, as Dr. Ruffini put it. So we had, during the Soviet years, for example, Paglosh, Movement for Peace, and some other channels of formal and informal communication between the Russian and the Western scientists in order to support public diplomacy, in order to support the communication between our officials on the unofficial level. And of course, we always have a very close scientific cooperation, especially with our European friends, on different issues related to the basic research and some applied issues. In recent years, science diplomacy appears again on the radars of Russian decision makers, and it started from 2016 officially with the adoption of the strategy for science and technology development of Russian Federation for long term, where science diplomacy was named among the public diplomacy instruments. But only from the 2017-2018, we elaborated the ideas of science diplomacy, at least on the ministerial level, the level of the Ministry for Science and the Higher Education. As for now, we have one document called the Concept for the International Science and Technology Cooperation. It was officially adopted by the Russian government early in 2019, which explicitly defines several key areas for the science diplomacy. So one of it is, of course, soft power and other issue that was raised by Dr. Ruffini. Concerning the other side, should specify several most important areas or most important directions for the science diplomacy that were outlined in this document, which is in Russian available on the website of the Russian Embassy in France, and also available in the translation in some of the Russian expert institutions online. So one of the biggest challenge for the science diplomacy and international science and technology cooperation sometimes is the same sometimes. It is different directions. So we have the cooperation in solving different important, complex, basic and applied science tasks in the interest of many countries. So for the Russian Federation, considering its competence structure, it is, for example, nuclear physics, where we have still very strong positions. Here, for example, we do have so-called Kremlin project for the multilateral development and usage of the so-called mega science infrastructure in Russia abroad, with the focus on our European partners. And science diplomacy here plays the role for the advancement of this project and the dialogue with our European, mostly European and Chinese counterparts. So then there were some economic reasons for the science diplomacy, and this is also about the commercial interests of the Russian companies abroad, about the commercialization of Russian IP on the global market and so on. Then, of course, there is political issues. This is mostly about the public diplomacy. This is about the creation of some formal and informal channels between our civil societies of Russia and foreign nations. Cultural
ties, and all other issues related to these processes. And what is explicitly fixed in this concept, this is the global challenges issue. So we all know about the hurdles related to the global challenges discussions that were revealed in the last 10 years due to positions and contradictions between different nations. Let me name just Paris Agreement and all the other discussions related to that. But we all know that climate change, risks of pandemic, and what is going on in China is one of the most brilliant examples of that. Really make for us as an important task creation of a soft and hard infrastructure for the discussion and elaboration of measures in support of multilateral science, technology, and economic activities to prevent this and other risks and challenges on the address of the global society. So for the Russian Federation, it appears that due to the geopolitical contradictions with the West and some other developments of global policy, Russian foreign policy, as for now we have more or less sectoral approach to the science diplomacy realization. And in many cases, this appears to be quite pressure. From the geographical point of view, we have, let me say, several zones of science diplomacy and international science and technology cooperation. The first one is our dialogue with the European partners, and this is also about the science mobility, this is about the exchange of ideas, and we're quite good in this. I hope it was so. There were often, not often, but let me say from time to time, that's in a very private manner, we have usual plans and programs and so on. Then we have our dialogue with the BRICS nations, most important with, of course, India and China, with the new plans for development of scientific and research technology cooperation with Brazil and South Africa. We hope to elevate the level of our communication in this year, with Russia heads the BRICS format in 2020. So then there is our relationship with the former Soviet republics, and this is the Russian Economic Union and some other formats that are engaged in this process. And finally, there is different ad hoc or standing economic and political formats where we do realize on different level, in different forms, the communication and cooperation and science diplomacy efforts with different developing and developed nations, like, for example, the Arctic Union. Then, considering this more or less sectoral approach, we also have the specialization of different institutions on different functions and different directions of science diplomacy. So the most active in this science diplomacy area is the Russian Foundation for Basic Research, which is concentrated mostly on the basic research communication and which accents the science mobility and science communication issue as the most important part for the science diplomacy for them. This is like something like the National Research Agency in France. So it supports numerous events, different forums, which collects the brilliant experts, international organizations, science foundation from all over the world to discuss important issues also related to the global challenges, but mostly focused on different issues of the scientific collaboration and cooperation. Then we have the Russian Foreign Ministry and Россотрудничество, which support the physically as a kind of infrastructure, as a kind of a platform for communication, the dialogue between the scientists, different experts, organize events like this to support also the soft issues of communication and cooperation between our nation. And finally, we do have the institutional level. For example, our institution, Institute Primakov National Research Institution for World Economy and International Relations, Kurchatov National Research Institution, well, and some other big Russian research and education
institutions, which have on their own side or in coordination with the decision makers from both political and economic, on both political and economic sides, the communication with the foreign political, scientific, and economic decision makers. For example, until last year, when we had the decision about the Atlantic Council on behalf of Russian courts, our institution supported a very close relationship with the United States Atlantic Council, which was important in discussion, for example, issues also about the issues of different global challenges, about the global trends, and so on. So these several sectors and different directions of science diplomacy efforts theoretically supports enough channels and enough efforts to provide needed landscape and needed topics for the advancement of both scientific, economic, and political interests of Russia abroad, and for the communication with the foreign nations and actors related to their scientific, political, and economic interests. But we also understand the limitations of our existing situation, and one of them is the geopolitical tensions, which I mentioned earlier. Because, for example, as for now, Russian Foreign Ministry is not, say, cautious, but very selective in supporting scientific dialogue to make it immune from the geopolitical tensions, from the suspicions of our Western counterparts about the motives and actual efforts of Russian scientists engaged in this kind of communication. We do have limitations related to our engagement in discussion of different global issues, and one of the most important is our position on the global climate change, of course, because here we have much space for improvement, so we understand quite clearly Russia should be much more active in these areas. And of course we have an economic limitations, as I guess almost all the countries in the world, so related to the spectrum of efforts engaged and related to the scope of the topics that we should and can discuss. As for now, for example, just to give you some numbers, so the biggest piece of the international science and technology cooperation is done by the above-mentioned Russian Foundation for Basic Research, which is about 2 billion rubles a year, about 7% of the annual budget. So this is why we actually discuss on the expert level and with the Ministry of Higher Education and Science and with the Foreign Ministry new opportunities for the science diplomacy and international science and technology cooperation efforts and trends. So here, one of the most important issue for us is, and this is the starting point for any reflexive action in my eyes, is the expert dialogue with our foreign counterparts, and this is in the first place the European and the Chinese colleagues about the areas of possible and desirable in our science diplomacy, because as our Foreign Minister Lavrov once put, we need two for the tango. So to develop an efficient and effective science diplomacy, we need to understand the position of our foreign friends. From this point of view, I strongly support this event, as well as the efforts, for example, of Dr. Rufini, who is a very often guest to Moscow, with his brilliant presentation and position about the development of science diplomacy, which I hope may be a kind of a starting point for the much more active discussion on our two sides about the future of science diplomacy between our two nations, between Russia and Europe, and between more multilateral formats like European Union, BRICS, and other nations and other international organizations. Thank you for this event, and we'll be happy to answer your questions. Thank you very much
for your intervention. Sorry that we have to call you like that because the sound still doesn't work in your direction. So, no questions? Wait, there is one question. I will give the phone. Добрый день, спасибо за очень интересное выступление. Вот какой вопрос. Я историк, я занимаюсь историей Второй мировой войны. Вижу, что эти темы сейчас активно поднимаются политиками разных стран в Европе. Существуют ли какие-то международные круглые столы историков, которые могли бы усесться за эти круглые столы и поставить те же самые проблемы, но немножко с другой целью? Вот то, о чем говорил профессор Руфини, с тем, чтобы найти какие-то общие ценности, общий какой-то знаменатель в плане диалога, а не в плане продвижения исключительно национальной версии памяти, или, по крайней мере, наладить диалог между этими национальными версиями памяти. Did you hear? Part of it, but if I understand it correct, so the question was about maybe... Just a second, I will translate for... I will translate it in French and then we'll respond. Alors la question portait sur les tables, sur la communication entre les historiens, parce que M. Châtelet est historien, il s'occupe de l'histoire de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il s'intéresse s'il est possible, s'il existe des tables rondes et des formats, d'autres formats de communication entre les historiens sur ce sujet pour réaliser alors, les enjeux globaux dont parlait M. Ruffini quand il disait que voilà, le but de la diplomatie scientifique c'est de s'entendre et de trouver la solution et non pas de défendre les intérêts de chaque nation. Please. If you understood, if you got the question, simply. Yeah, so as far as I understood the question, was about the possible role of historians in discussing current issues and in realization of the science diplomacy, also considering the recent discussion about the World War and some other events of the past. So I am a historian by my first education, and I remember the saying of one of the French historians that history is the ideology that was forward to the past. In many cases, this is still true, and I consider the dialogue between the professional historic communities and the outcomes of this dialogue in form of different scientific production, be it articles, reports, and so on, to be quite important, at least for the discussion about the key problems of our nowadays mutual relationship, because as you may know, so not taking the Ukraine issue, so we have some contradictions with Poland about the positions about the Second World War and with some other countries, and this is not the unique situation. So as you may know, it's more or less universal problem. I mean, when history aggravates the present. So in my eyes, we should be, of course, very sensitive to these issues, considering that when we initiate this kind of a dialogue as a part of science diplomacy efforts, we should be 100% sure about the scope and about the professionalism of this discussion, because otherwise it may appear to be not the science diplomacy, but more kind of a science war. The other question that we do have numerous issues related to the historic discussion, which are still, let me say, in a more innovative and the market terminology, a kind of underserved market. So there are questions related, for example, of how we communicated in the past,
And this is, in my eyes, a very under-researched area, and these questions should be raised right now, because we have really brilliant, very effective experience in this area in 20th century and before that. So we have to study our relationship between different nations, and maybe in global level, in cultural, in institutional, in economic paradigms, which may be very important right now, considering the recent events in the related trade wars between, for example, China and the United States, and tensions between the United States and Russia, and between the US and Russia and the European Union. So there are several important historical issues that should be raised in the science diplomacy, but they should be very carefully elaborated before realized, and in my eyes, they should also be a part of a more profound, more elaborated and developed agenda for the science diplomacy. So we should definitely focus on this issue too, but be very sensitive about the topics, the discussion, and its outcomes. Bye. Alors nous passons à notre intervenant, à notre suivant, prochain intervenant, c'est Monsieur Alexandre Pokrovský. C'est alors alumni de l'Université de Moscou, faculté chimique, docteur en chimie, vétéran de l'UNESCO et ex-directeur du bureau de l'UNESCO à Moscou. Alors, M. Pokrovský, c'est un chercheur qui a consacré sa vie à la diplomatie. First of all, let me speak English, and if you get the questions, you will be back with me in French, and I will repeat in French. First of all, don't create any confusion. I'd like to tell you that I am speaking here in my personal capacity. I am not Russian representative, I am not UNESCO representative or the other organization, but I shall speak from my background of knowledge and experience through the world. First, very important remark about science. Science is a global village, and science is universal. This is a big difference between science and a lot of other subjects of our life. And when we shall speak about science, I shall speak about natural sciences and basic sciences and their application. Basic sciences is the real sciences which have the fundamental laws. Social science disciplines are existing, but you will not describe me any fundamental law. There's a big difference between two branches. Both of them are sciences. If we are speaking about science as a global village, what it means? It means no poor or no rich science. It's exactly just science. And in this very important point, I will give you just several illustrations from the global village point. For the mostly all success or unsuccess of science really belongs to the researchers. How many researchers in the world we have? We have not too much, by the way. We have just around 8 million people who are working. How many in States? It's 1.3 million. It's the biggest volume. But the China now, during the last 7 years, they started to be more, 1.5 million researchers. If we speak about European community, Germany is 360. The France in 265,000. And UK
it's about 259. Altogether, it's just 70% of all researchers from the European community, US country. But if we'll go to the Africa, it's a very sad example for today, but it's going up. In Africa, we have just 187,500 researchers. 105,000 just from Arabic states of Africa. It means all other African countries, it's just 8%. It's not too much, by the way, but it's going up. If I shall go to my own country, it's 440,000 researchers for the year of 2016. And Russia started to, in 2013, started to lose the number of researchers. And we lost during 4 years, it's around 6%. At the same time, Japan lost 5%. This is a global statistic to understand better where we are and how many people are working on this. One of the results of the scientific research is scientific publications. How much we get in the globe. All scientific publication, it's just around 1.3 million. And it's going rapidly, but if we'll go these figures, United States 322,000, just 25% belongs to one country. China now is going rapidly up. They already, I think that next 5 years, they will go first country with a number of publications. On 2016, they have 256,000 publications. It's already less than 65,000 between them and the United States. The problem why it's in China increased during 4 years between 2013 and 16 and 2.5 times, 250% more started to be publication there. France is also in a very good statistics. It's around 65,000 publications per year. And Russia and Japan are just two countries from really developed countries, which lost during several years the number of publications. Japan lost, it's around 4.1%, and Russia lost 6% number of scientific publications. Why I gave these figures? These figures is officially figures published by UNESCO in World Science Report. It means it is really statistics from member states. It's just to show you global village. Science is a global village with the people and with the results of their application. To go to international cooperation, worldwide cooperation in science, if we shall speak about science diplomacy, my own example is during more than 20 years I had diplomatic status in France to work with UNESCO. And this is science diplomacy or not science diplomacy, I cannot tell you. But the status was this one. International cooperation is based on the regional, sub-regional, big countries cooperation, and worldwide cooperation. And really this part of the cooperation, as Professor Ruffini mentioned, there is first as interest is one member state or to get something. But common world interest is the common interest of the member states. First, international intergovernmental organization. There are all of this organization, United Nations system, not United Nations system, belongs to their member states. It means it's not private decision. It is a really decision by the members of this organization when the organization is going for the implementation of some of the program actions.
And intergovernmental organization, it's organization where the mostly UN system, diplomats are located. I shall speak today on the example of the UNESCO, such as UNESCO is one organization which has the mandate officially in science for their name. But when UNESCO was created in 1945, S was not exist before. S, it was proposed name by first working group, UNESCO. Such science was not under priority of the Second World War. Education was under priority. Finally, the conference, which is officially created UNESCO, in accordance of the UK scientists, which is where very strongly to push S. Finally, it was UNESCO. My own country does not come to this organization from the beginning. We came just in 1954. But today, it will get globally. We have 22 foundation, program, and UN specialized agencies. Without a lot of things. It's a lot of them, they are doing science. But mandate with S is still just UNESCO. Well, if it means if we'll go to science diplomacy, multi-countries cooperation, especially it's better illustrated on the really UNESCO program activities and UNESCO role in the world. I'd like to really mention something that when we are speaking that organization belongs to the member states, how it works. UNESCO is a member of UN family, but it is independent organization. It's not belongs to UN Secretariat, and Director General is a fully belongs to UNESCO General Conference and UNESCO Executive Board. Both of these, UNESCO General Conference is the first, Executive Board is the second, Secretariat is employees, including Director General. Director General is a key senior executive, but all other staff, they are just secretariat, which really should implement the decision of the member states. This is multi-country cooperation based on the decision of member states, of the countries of the world. UNESCO today 193 countries, 11 associated members, such as Israel and United States left several years ago. And it's quite a huge organization worldwide. Well, we are going to really implementation of the science program. There is an international program which is called in UNESCO, for example, International Basic Science Program, IBC. There is a program of Oceanographical Committee. There is a lot of ethics, scientific ethics program, and that it's in the Secretariat. It exists basic science sector, which is responsible for the execution of basic science programs. Which programs is really always approved by member states of the budget and program for biennium. And also there is a vision document which is taking the period 10 years, 12 years. It depends on the place. Now there is some documents up to 2013, the vision of UNESCO in the future. At the same time, don't forget one important point for science diplomacy. Science literacy for diplomats, it's a very important point. Science literacy is not simple subject. There is science literacy for public. There is science literacy for sciences. I am chemist. But my specialization, radiochemistry or inorganic chemistry, nuclear elements, it's I had PhD in 69, Doctor of Science degree in 82. It is a Soviet area.
but I could not work in organic chemistry and chemistry. I don't have a lot of knowledge on this. It means science literacy. It can be also for scientists. Science literacy can be for the parliaments. It's a huge thing, but you cannot be very successful in science diplomacy if you are not understanding principal basic thing, the subject on which you are speaking for. Experts are not enough. Why science literacy should be started to be very important for it. I'm looking at the board. I took 3 examples. We can speak, I am sure, with Professor Ruffini together several hours before you. It is a huge subject with examples. I took 3 examples to show you really scientific big cooperation after the Second World War. The problem is the following, that when the war is finished, the program was very simple. Nuclear activities in 1945 was an atomic bomb by the United States. In 1949, atomic bomb by the Soviet Union. And 1951, nuclear bomb from the Soviet Union. In 1953, nuclear bomb from the United States. And the subject of the nuclear sciences started to be on the first place after the second. The space came later, but the first was a big subject. And France and some other country nearby decided in 1954 to really create some European organization for nuclear research. It's called CERN. This is French, from French name, Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Aujourd'hui, it's in 1954 when it was created. It started to be just 12 countries came, including Yugoslavia, as funder. Yugoslavia left after destroying the country. And from 1954, at the same time, when officially CERN started to work, they started to work with UNESCO. But CERN could not be created without science diplomacy. It's really a big deal, by the way. And if we look on today, the CERN is the biggest lab in the globe in the nuclear sciences, with 1 year budget, more than 1 billion Swiss francs. It's contribution of the member states, associated members, ASEAN members. And CERN was, for all part of the globe, was a really very good example from the beginning, and this center is associated. My country is observer. Japan is observer. United States is observer. Israel, the first organization in this case, is a full member of CERN, with a big contribution from their side. Today, the CERN has relation with more, altogether, with more than 60 countries, associated members, 33, funder members, they attended to be full members countries. And it's play worldwide village research for all countries of the globe, not just a member. But politics is a politics. And Russia, after creation of the CERN, it's immediately do the same. We created our own Institute of Nuclear Research. Not Russia, international one in Dubna, 100 kilometers from Moscow. And Joint Institute for Nuclear Research in Russia was created 2 years ago after CERN. Today, it's a huge institution. 1,000 PhD, 5,000 all workers.
in CERN all together with the people who are working 20,000. It's a huge institution. Nuclear Research Institute in Dubna. It was organized by East Bloc before, but now it's a lot of countries inside. I participated in the scientific board meeting and executive board meeting for Dubna several times. Why I'm speaking about, it's not the end. These two organizations, it's not fully similar, but they have very good relations between them. But this is really belongs to me either science policy, or policy of science, or science policy, science diplomacy. Without this, it could not be done. It's a lot of money. But the last example, it's unbelievable, but in reality, it exists. It is a synchrotron light for experimental sciences in application in the Middle East. Who could believe several years ago that Israel, Iran, Egypt, some other Arabic countries, Palestinian authorities will be in the same organization? But they all together there. How it's happened? It was UNESCO activities. It's a science diplomacy. It was not very easy. I was not involved, but I knew everything. I worked in this time in UNESCO. And I worked with the Minister of Higher Education of Jordan, who is director of Cezanne now, a friend of mine from Germany who has died. He was responsible for the Cezanne project from the very beginning. It was unbelievable, difficult political diplomacy work to create this center. Germany proposed equipment. Some other country proposed some funds. But was a lot of diplomacy discussions with Israel, with Iran, with Turkey. That when Palestine, Israel, Iran in the same place now, and they won. And this is science diplomacy. I need to close. What I need to tell you from my, if some of you, doesn't matter how many people here today, I told them already to Professor Ruffini, this is a big volume for theoretical physics workshop. You don't need more, you need just. If somebody of you will do in the future science diplomacy, diplomacy of science, please don't forget that basic scientific knowledge will always help you. This is linkage between real life, diplomacy life, and science life. But it's very good linkage. Thank you so much. Thank you very much, Professor Pokrovsky. Does anybody have a question? Where is it? The project in the Middle East? Where is it located? Well, it was started in the year, it's very good, it was very difficult step-by-step starting. First, it was proposed from Germany to UNESCO to give, for the Middle East, to give the equipment, which started to be changed in Germany. It's very costly equipment. And UNESCO started to work with negotiation with all possible member states of this project. Israel did not reach from the very beginning in the middle. But I was involved. I was in Israel a lot of times, myself in Palestine a lot of times. I worked with Ramallah. I never was in Gaza. But the problem was that finally, after all political negotiations, it was the decision of UNESCO General Conference approved this project. It means all global community said yes. After that started how much the countries should contribute. European communities contribute 5 million, Jordan contribute 5 million. Jordan told that we really build the space.
for installation of the equipment. And normally, inauguration fully was in 2017, but CESAMI is officially created not as a project, as open. It's 1999. It's long distance, but normally all time for the project, it will take today, the 2017, fully finished. Yeah? It's 20 last year for all this. But this is one of the best example scientific science diplomacy. I don't know the other one. The same. Such as always, there is a conflict, what Professor Ruffini described, there is something conflict possible there or that. But we hold, I was in Iran several times. I was in all of these countries through the globe, mostly more than 190. But the main problem is sometimes we cannot understand how it's difficult for diplomats to really reach the really diplomatic decision on the very, very difficult situation. You already had that president of Palestinian authorities did not take the phone with Trump yesterday. He refused to speak with him, but states proposed $50 billion to build some corridor. The situation, I can tell you, from my understanding, I'm a scientist, I'm not from social science. Science diplomacy is a very important point. It's a very difficult point. And it's not easy results you can obtain immediately. It's not, it's very, very difficult point. About espionage, what we shall speak more. I have one more question, if you permit. No, sorry. The countries, do they participate actively in the scientific agenda of UNESCO? Is it difficult to make them act? No, my knowledge. I continue to work with UNESCO, but not as a member of the Secretariat. I'm not speaking on behalf of UNESCO. 57 through the globe regional offices, 57 in the 57 countries, which are covering the activities in regional, sub-regional, 2 countries. It means you have the mechanism when you can reach these activities. But UNESCO is all our civil system. The money problem is always problem. But when somebody is speaking with money, I'm always speaking, the money is always available. You need to know where to get it. This is a mechanism. UNESCO has a program, has infrastructure, has the really support of member states, but very limited budget for the project implementation. You can reach it, but it's better that you will not look on it as ages. In ages, for example, just mine, I alone had $7 million to Mongolia, $7 million for Laos, $3 million for Mongolia, $1 million for Vietnam. Calculate the budget is 9, 10, 7, around 10 million. 10 million today, it's about 30 million. It's around 40 years ago. What I had 35 years ago. This money is not anymore exist in all of these organizations, not in the UNESCO. But program always needs money. When we shall speak especially about African countries, they're in a very, very difficult situation. When you're at the University of Mali, no books in the library. You will go to the University of Niger, which is not bad. It's also very limited resources, but there is some very good radiochemistry equipment at the same time. The problem is the following. Everybody can reach the program, but you need to understand from very beginning, not you,
you need to understand from very beginning that this is not financial agency. It's not the donors of the money. When it was long years ago. It's finished now. It's not exist anymore. It's not just UNESCO, WHO the same. And it's a lot of organizations in the similar situation. Merci beaucoup, Monsieur Borowski. S'il n'y a plus de questions, on va passer à notre dernier intervenant. Alors, je vais le présenter. C'est Monsieur Kirill Bekov, conseiller scientifique à l'ambassade russe à Paris, en France. En fait, je dirais que c'est un diplomate qui a consacré sa vie à la science. C'est tout au contraire. Est-ce que pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre travail, de la réalité d'un diplomate scientifique? Comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais continuer aussi en français. C'est assez tard déjà, donc je pense que tout le monde est déjà parti. Donc pour être plus bref que possible, on m'a demandé de parler du côté pratique, de raconter ce que c'est que le métier du conseiller scientifique. Avec mon collègue, je peux vous dire que d'abord, il faut bien comprendre que les systèmes, que les conseillers scientifiques dans le système des conseillers scientifiques ou des attachés technologiques diffèrent vraiment d'un pays à l'autre. Parce que vous avez, si vous prenez par exemple notre pays, la Russie, vous avez le conseiller scientifique et le service culturel à part. Donc vous avez les questions de la promotion de la langue ou de la culture qui est plutôt dans le service culturel, et vous avez le conseiller scientifique qui est plutôt dans le service bilatéral. Donc c'est déjà les différents points de vue sur la façon d'organiser ce travail. Puis oui, la Russie a un grand réseau dans le monde entier. La diplomatie scientifique est considérée vraiment comme un outil important de travailler, et on a même des réunions annuelles, vous savez, comme il y a des réunions des ambassadeurs pour s'échanger, et c'est vraiment important parce que le travail du conseiller scientifique diffère beaucoup aussi d'un pays à l'autre, parce que vous avez des pays qui ont une façon de travailler, de coopérer, même de faire inviter le conseiller à un institut de recherche. Vous avez des pays qui sont plus ouverts, vous avez des pays qui sont moins ouverts. Ça dépend aussi du milieu et de la situation à long terme. Pour parler sur le travail quotidien, parce qu'on m'a demandé de dire ce que nous faisons, et avec des cas concrets. Voilà, d'abord, vous avez une grande partie de votre travail, c'est la recherche des meilleures pratiques. On peut dire qu'on est tous en même temps dans le même bateau, et en même temps nous sommes tous les concurrents. Mais malgré ça, on a toujours la discussion entre les pays, entre de grands pays scientifiques qui se réunissent, qui organisent des comités scientifiques pour s'échanger, pour dire ce qu'il y a des derniers programmes de soutien de la recherche, ce que nous faisons, ce qu'il y a telle ou telle technologie que nous développons. Pour revenir à votre question sur l'espionnage, vous avez aujourd'hui des cours d'intelligence stratégique économique pour les entreprises dans beaucoup de grandes écoles et dans les universités qui enseignent aux étudiants, aux futurs travailleurs dans les sociétés ou dans les ambassades, d'apprendre à chercher l'information sur ce qu'il y a dans le pays et d'essayer de regarder est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui ajoute à la pratique qui existe dans votre pays, est-ce que ça peut vous aider dans la meilleure
configuration du système scientifique ou technologique. Et si vous prenez par exemple les grands défis technologiques et scientifiques des grands pays scientifiques, vous verrez qu'ils sont presque pareils. Donc, il a même un problème parce que les défis sont tellement élargis maintenant que c'est vraiment un défi de dire ce qui n'est pas un défi. Parce que vous avez toutes les thématiques qui sont présentes dans ces défis et ça peut peut-être des problèmes pour mieux positionner. Donc la deuxième partie de notre travail, c'est soutenir des projets bilatéraux, c'est créer des programmes de soutien, c'est créer le cadre pour travailler. Donc si vous prenez, pour la recherche par exemple, on a lancé deux programmes. On a lancé en 2015 un programme Kolmogorov-Berkourien pour soutenir, pour organiser des appels d'offres chaque année et soutenir des équipes scientifiques dans les deux pays. On a lancé il y a 2 ans aussi un programme un peu plus élargi entre ANR et Fondation scientifique russe. C'est un outil pour montrer aux chercheurs quelles sont les thématiques que nous voudrions travailler et finalement soutenir ces projets. Après, vous avez aussi des projets bilatéraux, vous avez aussi des projets multilatéraux, parce que vous savez bien, on a parlé sur CERN, on a aussi CRF, qui est l'installation cyclotron à Grenoble, qui est aussi de rayonnement à Grenoble, qui est aussi très important, et où là aussi a adhéré en 2014, donc en devenant un membre permanent avec le soutien du budget et du travail. Donc et actuellement on a, c'est pas que c'est 6% du temps de travail que nous avons obtenu qui est important, mais évidemment c'est aussi important, mais c'est la possibilité de partir, parce qu'on a presque triplé le nombre de visites des chercheurs sur l'installation, c'est une possibilité de se parler, de se rencontrer et d'échanger sur les dernières thématiques, sur les projets aussi avec des jeunes chercheurs, avec des postdocs, et de créer la synergie, c'est vraiment très important actuellement. Aussi pour parler du cadre, je peux vous dire du côté pratique, les deux ministères ont créé une feuille de route sur la recherche et l'enseignement supérieur avec des idées de ce qu'on va faire dans les 10 années à venir. Pour parler du monde universitaire, on a signé en 2015 un cours sur la reconnaissance des diplômes et des grades scientifiques, des qualifications, qui établit un niveau comparable pour chaque niveau dans le système éducationnel des deux pays, à partir de l'école secondaire et après jusqu'à postdoc. Et la troisième partie, la dernière partie de notre travail, c'est la création des réseaux. Parce qu'évidemment, si vous voulez, je rencontre beaucoup des équipes scientifiques, des équipes qui travaillent actuellement sur des projets bilatéraux, et on constate qu'ils sont presque tous des grands laboratoires conjoints, tous les grands projets bilatéraux. Comment ils ont entré comment c'est ce qu'il y a 10 ans et il y a 15 ans, ça a commencé par de petites visites. Donc vous avez eu un chercheur qui est parti travailler dans un laboratoire, qui a pris la connaissance de la vie régionale, qui a établi de très bons liens personnels et qui après qui a travaillé avec le projet. Ils ont écrit des articles et ils ont commencé à échanger après cette visite, et après ça arrive vers les LIA ou les EMR ou les autres types de coopération. Et maintenant vous avez par exemple des jeunes
des jeunes chercheurs qui continuent de courir entre les universités de recherche, qui sont dont les directeurs de thèse sont ces chercheurs qui avaient là il y a 15 ou 20 ans. Donc la création des réseaux, c'est aussi très important pour nous. Ça peut être les échanges, ça peut être les conférences, ça peut être les séminaires, les cours, la création des plateformes, des échanges. Par exemple, l'année passée, il y avait une grande conférence. La SEM, c'est l'association Europe-Asie des ministères de l'enseignement supérieur. Ils ont lancé un projet d'une plateforme globale qui va réunir des universités de recherche, des instituts de recherche, pour donner, donc c'est une grande plateforme, donc une grande base de données. Donc les professeurs, par exemple, qui voudraient donner des cours dans le monde entier, ils peuvent postuler leur thématique et obtenir la réponse de la part d'un pays qui est en Asie ou en Amérique latine. Donc, et même pour un jeune chercheur qui cherche le directeur de sa thèse, s'il veut que son directeur soit pas d'Europe, par exemple d'Amérique du Nord, il postule là aussi son projet, il peut trouver un directeur de thèse. Donc ça sera vraiment, on espère que ça sera une plateforme globale. Et par contre, l'opérateur sera basé en Russie, donc c'est une société russe, technologique russe, qui crée actuellement cette plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? C'est presque tout ce que je voulais vous raconter. Je ne sais pas, parce que je préfère qu'il y ait des questions, mais je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Du coup, vous avez initialement une formation de scientifique plutôt ou de diplomate? Si vous voulez, en fait, je suis PhD en économie, donc même s'il y a toujours des grandes discussions entre si c'est l'économie, c'est toujours une science ou c'est plutôt de bavarder. Mais d'après, parce que j'ai lu un super livre de Jean Thiéraut, je voudrais vous dire que c'est plutôt vraiment une grande science que la possibilité de se parler. Voilà. Donc je suis PhD en économie, mais j'ai un profil un peu, personnellement, j'ai un profil un peu différent parce que j'ai commencé, j'ai fait 5 ans dans le privé et puis je suis entré dans les fonctions publiques. Donc j'ai travaillé plutôt pour l'économie, donc j'étais dans les missions économiques, dans le service économique de fois, et puis c'est le troisième séjour, c'est en France comme le représentant du ministère de la Recherche. Il faut bien, parce qu'on a, au moment de la parution du livre de M. Ruffini, on a discuté, parce que c'est vraiment un grand élément pour les ministères de la Recherche, parce que si vous envoyez pour un poste du conseiller scientifique un chimiste, il y a un fort risque qu'il va passer beaucoup de temps dans cette thématique, qu'il va plutôt favoriser il va beaucoup favoriser les échanges entre les chimistes, qui est absolument normal parce qu'il connaît beaucoup plus dans ce domaine qu'aux autres. Donc c'est mieux, donc l'idée de choisir quelqu'un qui a un profil du diplôme, parce que j'ai travaillé en Ukraine, je travaille aussi en France, donc c'est mon troisième poste à l'étranger. C'est vraiment la possibilité d'avoir quelqu'un qui a un profil diplôme, donc qui sait comment ça fonctionne, les organisations internationales et les comités bilatéraux. Mais pour moi, c'est plus facile parce que tout ce qui est lié avec la création des projets, je comprends très bien, parce que les appels d'offres, l'expertise, le financement des projets, c'est plus proche pour moi. Évidemment, comme la science et le côté économique que j'essaie toujours de suivre, mais ce qui est quand même assez difficile quand vous avez un métier, un poste stable. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter et à quitter le domaine privé pour entrer dans la diplomatie scientifique? C'est une bonne question, parce que c'est la question que m'ont posé mes amis, parce que
à l'époque, c'était dans les années 90, c'était vraiment, il y avait beaucoup moins de demandes de partir dans le service diplomatique qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un très grand concours, il pourra entrer en fonction publique en tant que diplomate. À l'époque, ce n'était pas le cas. Je dirais d'abord, parce qu'en fait, il faut bien dire que j'étais étudiant à Guimont, donc c'est une université qui donne toujours les cadres de la diplomatie, donc j'ai étudié, à part des matières économiques, j'ai étudié aussi des disciplines plutôt diplomatiques, l'histoire, le droit et tout ça. Donc c'est une sorte de l'idée qu'il faut revenir aux racines pour essayer. Et puis, je vous serai sincère, parce que je suis entré à l'époque pour regarder, parce que c'était déjà mon troisième, parce que j'ai travaillé dans deux sociétés dans le privé, donc c'était déjà mon troisième pause, donc je me sentais plutôt, je vais regarder comment ça fonctionne, si ça m'intéresse, je vais continuer. Et voilà, donc ça a bien marché pour moi, et j'ai resté là. Pas de question. Moi j'ai une dernière question. Quand même, on s'est réunis pour parler de la diplomatie scientifique. Et comme on a un petit focus sur la Russie, je vous demanderai quels sont d'après vous les buts essentiels de la diplomatie scientifique russe actuellement? Oh. C'est une question difficile, mais juste pour nous... Si vous pouvez nous dire quelle est la stratégie. Je vais rajouter aussi. Je voulais poser aussi une question parce que vous avez dit qu'il y a des pays plus ouverts et moins ouverts sur la recherche. Et du coup, j'avais une question qui est, je pense qu'elle est bien placée avant la vôtre. En fait, la Russie, justement, comment elle est placée, enfin, comment elle se positionne par rapport à plus ouvert, moins ouvert, enfin, comment... Bon, d'abord, je vais commencer par la tienne. D'abord, je dirais que les objectifs de la diplomatie scientifique, les objectifs ne se diffèrent beaucoup pour les pays, parce que vous avez toujours les thématiques qui sont très fortes dans notre pays. Si vous prenez le cas de la Russie, vous avez la biochimie, la chimie, la biochimie, vous avez la physique, la mathématique, la cristalographie, il y a une liste pas restreinte, mais quand même il y a une liste. Et vous avez des thématiques qui sont moins fortes. Ça, je ne vais pas vous dire parce que vous avez la caméra. L'idée, c'est que vous cherchez, c'est comme dans le travail avec une équipe de notre université, vous cherchez toujours un partenaire qui est plus fort que vous, parce que vous voulez qu'il y ait la valeur ajoutée, soit qu'il vous apprend quelque chose, soit que vous créez, comme on dit, la synergie, et vous créez ensemble quelque chose de nouveau. Donc l'idée, c'est que vous devez d'abord préserver vos forces, c'est-à-dire préserver les thématiques qui sont très fortes. Donc vous devez faire une bonne pub de vos thématiques fortes et d'organiser plein des éléments pour montrer que ça continue. Et en même temps, vous devez travailler pour mieux rencontrer les instituts de recherche ou les thématiques qui vous intéressent, pour les faire venir chez vous, parce qu'on a plein. Nous, on est pareil, les mêmes programmes, on a les méga bourses pour les chercheurs, on a les bourses pour les jeunes chercheurs, par exemple la Fondation scientifique russe. J'ai regardé la dernière statistique, c'est plus de 60% de financement, c'est pour les jeunes chercheurs. Donc, parce que ça c'est le futur. Ouais. C'est pour les jeunes chercheurs. Oui. Non, c'est pas. Oui, ils ont des bourses pour les jeunes chercheurs russes et étrangers. Si vous regardez les statuts, le règlement de la Fondation scientifique russe, il a plein des jeunes chercheurs. S'ils veulent arriver, ils peuvent arriver. Voilà, donc pour revenir à la deuxième question, je pense que
nous, on est, à peu près au même niveau avec la République française, parce que je me sens assez libre de venir à n'importe quel institut de recherche. Oui, évidemment, il y a un protocole pour y partir. Parfois, il y a, si vous prenez par exemple le CEA, historiquement, vous avez le protocole plus strict, mais quand même, c'est pas un problème. Vous suivez les instructions, vous avez toujours la possibilité de se communiquer. C'est presque pareil chez nous. Donc, vous avez évidemment des instituts de recherche avec le protocole plus fort, mais il y a toujours la possibilité. Et puis, vous savez, les chercheurs, ils se connaissent beaucoup mieux que les ministères et l'administration des instituts de recherche, parce qu'ils suivent toujours les articles. Là, il y a toujours des courriers. Ils se communiquent, ils n'ont pas vraiment des instituts, des administrations. Je veux vous dire en plus que les ambassades, les conseillers scientifiques, les administrations, on a besoin quand ils ont des problèmes. S'ils n'ont pas des problèmes, on n'a plus besoin de nous, parce que nous compliquons plutôt des choses. Donc, voilà, pour eux. Donc c'est que le financement ou le soutien bureaucratique qu'ils ont besoin de nous. Merci beaucoup. Donc s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va terminer notre table ronde. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et je remercie encore une fois tous les intervenants. Ivan qui est parti, M. Pokrovski, M. Ruffini, M. Bekov. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.